Mes parents m'ont forcé à sacrifier mon avenir pour sauver mon frère. Mes parents m'avaient sommé d'accompagner mon frère sur le chemin de la guérison. Je m'y suis tenue, jusqu'à ce qu'il touche le fond. Ce soir-là, en rentrant du spectacle de danse de ma fille, j'ai découvert le coffre-fort de ma chambre grand ouvert. Toute la collection de bijoux de ma grand-mère y était passée. Les perles de mariage, la bague de guerre de mon grand-père, bref, tout ce qui valait près de 18 000 $ avait disparu. J'ai poussé un long soupir, me pinçant l'arête du nez. Pour comprendre, il faut savoir que ce matin-là, mon frère Tran était venu comme d'habitude pour le petit déjeuner du dimanche. Tran, c'est le prototype du trentenaire resté ado. Pas de travail, il passait ses journées à soutirer de l'argent à nos parents, incapable de se prendre en main. Face au coffre vide, j'ai tout de suite compris d'où venait le coup. 1 heure plus tard, je débarquais chez lui pour lui demander des comptes. Je l'ai trouvé en train de jouer à Fortnite, arborant la bague de grand-père comme s'il avait gagné un trophée. L'assurance paiera, il a lancé, hilar, quand je lui ai ordonné de tout rendre. Franchement, qu'est-ce que quelques vieux bijoux comparés à la vie de ton petit frère? J'ai tenté de lui rappeler que mamie tenait à ce que les perles reviennent à l'aîné de ses petites filles, mais il a haussé les épaules, glissant que mon salaire d'infirmière me permettrait bien d'en racheter d'autres. L'odeur de drogue flottait dans l'appartement, me donnant la nausée, alors j'ai filé chez mes parents. À peine la porte franchie, mon père a cogné dans le mur, y laissant un trou. Tran nous a déjà tout raconté. Comment oses-tu l'accuser alors qu'il essaie de s'en sortir? Ma mère, elle, a fait pire. Elle m'a traité de sans-cœur, m'a reproché de m'acharner sur Tran au lieu de l'aider. Ils ont exigé que je m'excuse. C'est là que j'ai eu une sorte d'illumination. La meilleure vengeance, c'est celle qu'on sert en souriant. Je suis donc partie, bien décidée à agir. Pendant 2 semaines, j'ai écumé tous les prêteurs sur gage dans un rayon de 80 km. Certains bijoux avaient déjà changé de main, mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai retrouvé les acheteurs, frappé à des portes, offert le triple du prix. J'ai puisé dans mes économies retraite, 18 000 $ partis en fumée, mais je savais que le jeu en valait la chandelle. 2 semaines plus tard, lors du grand dîner de famille annuel, la maison était pleine à craquer. Oncles, tantes, cousins, une trentaine de personnes réunies chez mes parents. J'ai attendu que tout le monde soit installé, puis j'ai tapoté mon verre pour réclamer l'attention. Tran, ai-je lancé bien fort, histoire que personne ne rate une miette. Puisque tu as malencontreusement pris tous les bijoux de grand-mère et les as mis au clou, j'ai pris soin de les récupérer pour toi. Voilà, ils sont là, nettoyés et remis à neuf. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Tran est devenu livide, puis écarlate, mais il n'a pas bronché. Avec tante Linda qui, glaciale, voulait savoir pourquoi j'avais dû récupérer nos héritages familiaux chez un prêteur, et oncle Rob qui râlait à demi-mot à propos d'addiction et de vol, il n'avait plus rien à dire. J'ai savouré l'instant. Mais sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose. Il ne fallait sans doute pas que ma rancœur m'empêche d'être une bonne sœur. Le lendemain matin, prise de remords, j'ai emmené Tran dans la meilleure clinique de désintoxication de l'État, sortant 30 000 $ pour un séjour de 90 jours. Le genre d'établissement avec équithérapie, chambres individuelles et vrai suivi. Chaque dimanche, j'y retournais. 3 heures de route aller-retour. Les thérapeutes ne tarissaient pas d'éloges, et plus ils me félicitaient, plus Tran me détestait. Je croyais dur comme fer que la cure lui ferait du bien. Mais au bout de 90 jours, il est ressorti changé, mais pas comme je l'espérais. Il rôdait près de chez moi à des heures improbables, sa voiture garée à des coins de rue, connaissant mon emploi du temps par cœur, sachant quand j'étais au travail ou à l'école de ma fille. Je n'étais pas inquiète. Jamais il n'avait fait de mal à mes enfants, et je ne pensais pas qu'il en serait capable. 3 semaines passent, et voilà enfin le spectacle de printemps de l'école d'Emma. Je l'aidais à détacher sa ceinture, quand tout a basculé dans un concert de sirènes et de gyrophares. 20 policiers, armes au poing. Les mains en l'air, éloignez-vous du véhicule. Emma s'est mise à hurler. On m'a plaqué au sol, la joue contre le bitume, sous les yeux de ma fille de 6 ans qui ne comprenait rien. Les chiens sont allés directement au coffre, où ils ont trouvé une cachette insoupçonnée contenant 3 petits sachets. Allongée là, le gravier m'écorchant la joue, j'ai entendu ma fille crier « Maman, qu'est-ce qu'ils font à maman ?» Et là, j'ai aperçu Tran, assis dans sa voiture à l'autre bout du parking, scrutant la scène, sûr que son appel anonyme avait porté ses fruits. On m'a menotté, le métal froid serrant mes poignets, un genou de policier m'écrasant dans l'asphalte. Emma hurlait, hystérique, entremêlant les paroles de Demain, son solo, à ses sanglots. Son costume d'Annie, rouge à paillettes, renvoyait la lumière des gyrophares, transformant ma petite en phare de détresse. Jake, lui, a vomi sur la banquette arrière, terrifié. Mon fils de 9 ans, qui n'attendait que le spectacle de sa sœur, me voyait désormais cloué au sol, encerclé par des policiers. On m'a relevé, et au milieu du chaos, j'ai croisé une dernière fois le regard de Tran. Il filmait la scène, téléphone en l'air, puis a démarré, et s'est éclipsé. Mission accomplie. Le trajet jusqu'au commissariat s'est déroulé dans un brouillard de larmes d'Emma et de questions sans réponse de Jake. Les services sociaux étaient déjà sur place. 2 femmes sont parties avec mes enfants pendant qu'on me traitait. Emma tendait les bras vers moi, chantant en sanglotant des bribes de Demain comme une prière. Au poste, j'ai tout de suite reconnu le brigadier de permanence, Tom Morrison. 2 ans de plus que Tran au lycée, ils étaient dans la même équipe de foot. Son visage s'est figé en me voyant. Sarah, il a gardé un ton professionnel, mais j'ai senti toute sa déception. Ton oncle va être anéanti. Mon oncle, le shérif si fier de moi quand je suis devenue infirmière, persuadé qu'il y avait au moins une bonne pomme dans la famille. Avec réticence, Tom m'a prise en photo et m'a fait poser les doigts pour les empreintes, en murmurant à voix basse, juste pour moi. On m'a laissé passer un unique appel. Le téléphone fixe de mes parents a sonné 4 fois avant que le vieux répondeur ne se mette en marche. La voix grave et impatiente de mon père a retenti, demandant de laisser un message. J'ai serré le combiné entre mes doigts tremblants. Maman, papa, c'est Sarah, on m'a arrêté. Ce n'est pas vrai, rien de tout ça n'est vrai. Tran a caché des trucs dans ma voiture. S'il vous plaît, allez récupérer les enfants auprès des services sociaux. Je vous en supplie, répondez, répondez. Le répondeur m'a coupé net.
On m'a balancé en cellule avec 2 femmes arrêtées pour conduite en état d'ivresse et une autre qui avait frappé son compagnon avec une poêle. Quand elles ont entendu ce dont on m'accusait, possession en vue de revente dans une zone scolaire, l'atmosphère a changé. Les 2 ivrognes se sont éloignés. L'autre, un rictus aux lèvres, a lâché. Une dealeuse qui vient récupérer ses gamins à l'école. Classe. Je me suis assise sur le banc métallique, les genoux repliés contre moi, à ressasser tous les détails. Cette cachette, depuis combien de temps elle était là? Quand est-ce que Tran l'avait installée? Pendant un de ses allers-retours? Ou alors pendant que je bossais? 2 heures plus tard, la directrice d'Emma a débarqué au commissariat, mais sûrement pas pour me soutenir. Madame Henderson, visage fermé, discutait avec les policiers, ponctuant ses phrases de gestes abrupts. À travers la vitre blindée, j'ai capté quelques mots, interdite de présence à l'école, en attendant les résultats de l'enquête, pour la sécurité des autres élèves. Même si je payais une caution, plus question d'aller chercher mes enfants à l'école, ni d'assister aux réunions, ni de voir Emma sur scène. Mon avocat commis d'office a débarqué à minuit, à peine sorti de la fac, son costume flottant et les mains plus tremblantes que les miennes en fouillant dans sa serviette. Il a étalé des papiers sur la table, des chiffres qui m'ont donné la nausée. Avec la quantité et la planque, c'est du trafic à grande échelle. Peine planchée, minimum, on parle de décennies, pas d'années. Sa voix s'est brisée sur le mot « décennie ». Ce gamin, qui devrait encore se préoccuper de ses partiels, m'expliquait que je ne reverrais peut-être jamais la liberté avant qu'Emma ait mon âge. Mais ce fichu compartiment, je n'en savais rien. Rien de tout ça n'était à moi. Il a réajusté ses lunettes, tic nerveux. Ça ne change rien. C'est ta voiture. La possession, c'est la possession. Surtout dans une zone scolaire. Même le juge ne pourra rien y faire. La comparution a eu lieu à 3 heures du matin. On m'a conduite dans une salle d'audience qui puait le café froid et la déprime. Presque vide, à l'exception du dernier rang. Tran était là, portable à la main, en train de filmer pour immortaliser chaque seconde de ma chute. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés, a énuméré les chefs d'accusation. Possession en vue de distribution, circonstances aggravantes liées à la zone scolaire, mise en danger d'enfants. Chaque mot était un clou de plus dans mon cercueil. Pour la caution, les arguments de mon avocat sont tombés à plat. Vu l'accès de la prévenue à des mineurs et le lieu d'arrestation, la mise en liberté sous caution est refusée. La prévenue représente un risque pour la communauté, et notamment pour les enfants. Le marteau a claqué. Implacable. De retour à la prison du comté, l'infirmière de l'accueil médical a posé sa série de questions d'un ton indifférent. Personne à prévenir, antécédents médicaux, traitements en cours. À la question sur qui prévenir pour les enfants, je n'ai pas eu le choix. Tran Williams, c'est leur oncle. Elle a levé les yeux, devinant l'ironie. Le même Tran Williams qui a fait le signalement? J'ai acquiescé. Elle a noté, son regard s'adoucissant à peine. Elle connaissait trop bien ces histoires, les familles qui se servent du système comme d'une arme. Mais savoir n'y changeait rien. On m'a installée dans une cellule avec une certaine Diane, la cinquantaine bien tassée, visage marqué, 6 mois à purger pour avoir fabriqué de la méthamphétamine. Elle m'a regardée, encore habillée pour le spectacle d'Emma, et a secoué la tête. Première fois, j'ai hoché la tête. Qu'est-ce qu'il te reproche? J'ai raconté l'histoire de la cachette, de la drogue que je n'avais jamais vue, du harcèlement par mon frère. Diane a écouté, puis a souri amèrement. Un compartiment secret dont tu n'avais pas connaissance? Classique. Soit ton frère est fuité, soit il a eu de l'aide. Probablement les deux. Elle m'a expliqué la combine. Installer la cachette quand la cible est absente, la remplir, faire un signalement anonyme pour activité suspecte, et les flics débarquent, trouvent la cam, et c'est toi qui trinques pendant que le vrai coupable joue la victime. Elle en avait vu défiler, des cas comme ça, ex-mari, associé, membre de la famille. Le système se moque bien de qui a mis la drogue là, ce qui compte, c'est à qui appartient la voiture. Mon premier parloir vidéo a eu lieu le lendemain matin. 15 minutes pour voir mes enfants à travers un écran. Mais quand la connexion s'est faite, il n'y avait pas que Emma et Jake. Mes parents étaient derrière, et encore derrière eux, Tran, imperturbable, surveillant tout, s'assurant que je le vois. Maman a pris la parole la première. Sarah, ma chérie, c'est peut-être mieux comme ça. La prison t'aidera peut-être à remonter la pente. Je ne prends rien, maman, jamais. Le déni, c'est le début de l'addiction, m'a-t-elle coupé net. Les conseillers du centre de désintox de Tran nous l'avaient dit. Tran s'est penché, juste assez pour que je voie ses lèvres articulées. Je t'avais prévenu. Ma mère a expliqué qu'Emma n'avait rien dit depuis l'arrestation. Elle répétait juste « demain » en boucle. Jake, lui, s'était remis à faire pipi au lit. Il restait chez mes parents en attendant que ça se calme. L'appel s'est achevé avec Emma qui tendait la main vers l'écran en larmes, toujours déguisée en Annie parce qu'elle refusait d'enlever son costume. Cet après-midi-là, un surveillant m'a remis une lettre de l'hôpital. Suspension immédiate sans salaire. La clause de moralité de mon contrat était claire. Toute arrestation liée à des stupéfiants entraînait une suspension automatique, le temps de l'enquête. Plus de salaire, plus de mutuelle, aucune chance de me payer un vrai avocat. J'ai fait les comptes sur le mur de la cellule, un bout de crayon à la main, crédit immobilier à payer dans 2 semaines, mensualité de la voiture, facture, cours de danse d'Emma, club de baseball de Jake, tout ce que j'avais construit s'effondrait. Et moi, j'étais là, coincé en combinaison orange. L'ordre des infirmiers serait prévenu sous 72 heures. Tout a suivi la procédure habituelle pour ce genre d'arrestation liée aux stupéfiants. Mon diplôme, 10 ans d'études, de stage, de spécialisation, toute ma carrière allait être passée au crible. Même blanchie, l'affaire pouvait traîner des années. Des années sans pouvoir exercer mon métier. 3 jours plus tard, la protection de l'enfance a débarqué. Une femme épuisée, douce, mais porteuse de mauvaises nouvelles. Tran et mes parents avaient demandé la garde en urgence. Vu votre détention et la nature des accusations,
Le tribunal penche pour une garde provisoire confiée à la famille. Votre frère s'est montré très impliqué pour garantir la stabilité des enfants. Impliqué? Voilà comment on qualifie quelqu'un qui ruine ta vie et se propose ensuite de ramasser les morceaux. C'est un ancien toxicomane, ai-je lancé. Regardez son dossier. Arrestations multiples, cure ratée. Elle a consulté ses papiers. Monsieur Williams a présenté un certificat de sevrage réussi sur 90 jours. Sobre depuis 4 mois, présence régulière aux réunions des narcotiques anonymes, emploi à plein temps. Il bosse? Depuis quand? Et vos parents soutiennent la démarche. 2 adultes à la maison, revenu fixe, aucun antécédent. Je suis désolée, mais d'après le tribunal, elle n'a pas terminé. Pour le tribunal, j'étais déjà la trafiquante dangereuse mettant ses enfants en danger. Tran, lui, l'ex-tox à la réinsertion exemplaire. La vérité ne comptait pas. Ce week-end-là, ma meilleure amie Mélissa est venue. Elle avait pleuré, ses yeux gonflés, son mascara coulé, qu'elle avait essayé de rattraper à la va-vite sur le parking, en dizaines longs. David dit que je ne peux pas. Il ne veut pas que je voie. Elle s'est interrompue et m'a glissé un papier plié en douce. Tran est venu poser des questions sur tes mots de passe, tes comptes bancaires. J'ai modifié tout ce que j'ai pu. C'était la liste de tous les accès qu'elle m'avait aidé à sécuriser. Mail, banque, réseaux sociaux, même Netflix. Tout en bas, elle avait écrit « Il se sert des enfants pour extorquer des infos. Il raconte que c'est pour les aider. Ne fais confiance à personne. » Le coup suivant est tombé depuis l'ordinateur de la bibliothèque juridique de la prison, pendant mon heure de consultation autorisée. Mon arrestation avait fait la une des journaux locaux. Infirmière arrêtée lors d'un coup de filet antidrogue à l'école. Avec en prime, ma photo d'identité judiciaire. Regard éteint, cheveux en vrac, des restes de maquillage de gala étalés sur la figure. Les commentaires étaient d'une cruauté. Les parents d'élèves d'Emma exigèrent que je sois tenue à l'écart. Certains de mes anciens patients exprimèrent leur choc, leur déception. Et là, sous son vrai nom et sa photo, Tran. Je prie pour que ma sœur se rétablisse. La dépendance est une maladie. Notre famille ne l'abandonnera jamais. 47, j'aime. Des dizaines de messages de compassion. Ma chute, il l'avait transformée en son récit de rédemption. Ma première avocate commise d'office a abandonné la semaine suivante, nommée sur une grosse affaire fédérale. Sa remplaçante n'avait même pas lu mon dossier. Elle m'a appelé Sandra tout du long, fouillant dans ses papiers d'un air dépassé. Alors, vous affirmez que quelqu'un a planqué ces substances? Oui, mon frère. Il a bricolé une cachette. Des preuves, tickets de caisse, vidéos, témoins? Je n'avais rien. Juste ma parole, contre celle d'un présumé trafiquant, dans la bouche d'une ancienne dépendante qui avait eu le cran de recueillir des enfants cabossés. L'entretien vidéo entre la protection de l'enfance et mes enfants a tourné exactement comme Tran l'avait prévu. Emma, perdue et coachée, a confié à l'enquêtrice que « Maman cache des trucs dans la voiture ». Quand on lui a demandé quoi, elle s'est fermée, répétant juste « Demain ». Le mal était fait. Jake a tenté d'aider, racontant les visites nocturnes de tonton Tran quand je n'étais pas là. Mais l'enquêtrice n'a retenu que les propos d'Emma, les consignant méticuleusement, rejetant ceux de Jake comme hors chronologie. J'ai commencé à troquer des produits de la cantine contre des conseils juridiques auprès d'une détenue condamnée pour fraude, ancienne assistante juridique qui connaissait le système comme sa poche. Son verdict ne laissait aucun espoir. Le juge aux affaires familiales va plus vite que le pénal. Ton frère pourrait décrocher la garde définitive avant même que ton procès démarre. Et une fois qu'ils ont la garde depuis 6 mois, ça devient la norme. Les juges détestent chambouler la routine. Cette nuit-là, j'ai passé des heures à faire des calculs. Combien de temps avant que le provisoire devienne définitif? Quand est-ce que mes enfants oublieraient ce que c'est d'avoir leur mère pour les border? Quand est-ce que la version de 30 deviendrait leur réalité? La réponse est venue 2 semaines plus tard. Mes parents sont venus me voir, les bras chargés de papier. Des documents préparés par Tran et sa nouvelle copine Amy, en formation d'assistante juridique. Ce n'est qu'une tutelle provisoire, m'a soufflé ma mère. C'est pour la stabilité des enfants. Tu comprends, non? Derrière elle, mon père ne pipait mot, la mâchoire tendue. Il avait pris 10 ans d'un coup. Quand j'ai refusé de signer, il a serré le poing, prêt à cogner un mur. Sois raisonnable, Sarah. Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'une vie normale, pas d'une mère en prison. Papa, je n'ai rien fait. Tu me connais. Tu sais que jamais je n'aurais. Je croyais te connaître, m'a-t-il coupé. Mais la fille que j'ai élevée n'aurait pas eu de substance dans sa voiture, ne se serait pas fait arrêter à l'école de ses enfants, n'aurait pas infligé ça à sa famille. Ils ont laissé les papiers. Tutelle temporaire, juste le temps que ça s'arrange. Mais je savais trop bien, rien n'est jamais temporaire quand on se bat contre le système derrière des barreaux. Cette nuit-là, le groupe Facebook des mamans du coin a commencé à faire tourner ma photo d'identité judiciaire. Alerte, infirmière trafiquante. Protégeons nos écoles. Protégeons nos enfants. Chaque partage enfonçait un peu plus le clou dans le cercueil de ma réputation. Mélissa m'a envoyé des captures d'écran jusqu'à ce que son mari découvre et lui ordonne de couper les ponts. Mais c'est le commentaire de Tran qui m'a anéanti. En tant qu'ancienne dépendante, je sais combien il est difficile d'admettre qu'on a besoin d'aide. Je prie pour que ma sœur trouve la force de choisir la guérison. Ses enfants méritent une mère en bonne santé. Il fallait briser le cercle. La guérison reste possible. 134. J'aime. 62 partages. Ma chute avait servi de tremplin à Tran. Dès le lendemain matin, nouveau coup dur. La banque m'informait que mon prélèvement immobilier avait été refusé. Mes comptes, gelés à cause de l'enquête sur mes biens, bloquaient tout paiement. Un simple incident suffisait à activer la clause de remboursement immédiat. J'avais 30 jours pour tout rembourser sous peine de saisie. L'après-midi même, Tran postait des stories Instagram depuis chez moi. J'entretiens la maison de ma sœur, elle en aura besoin quand elle ira mieux. Il cultivait l'image de la famille et de l'espoir. Il se promenait dans ma cuisine, utilisait ma vaisselle, s'installait sur mon canapé, prenait doucement possession des lieux tandis que moi, j'étais enfermée. Pendant le transfert au tribunal de la famille, la réalité m'est tombée dessus. À l'avant du véhicule, les agents discutaient, sans se douter que j'entendais tout. Le shérif vit mal la chose. C'est sa nièce, tu sais.
Celle qui était bonne, l'infirmière? Oui. Il disait tout le temps que c'était la seule qui avait réussi. Et voilà. Maintenant, elle aussi. Tran, par contre, a l'air de s'en sortir. Je l'ai vu à l'épicerie avec les gamins. Il est adorable avec eux. Mon oncle, le shérif, celui qui aurait pu m'aider ou au moins entendre ma version, s'était rangé du côté de la famille. J'étais devenue la honte du clan. L'exemple à ne pas suivre. La bonne qui avait dévié. Au tribunal, j'apparus sur écran, combinaison orange, menottée à la table, les cheveux gras, le visage sans maquillage. Tout ce qu'il fallait pour donner corps à la trafiquante qu'il voulait voir en moi. Dans la salle, Tran arborait sa chemise propre, les mains jointes, incarnant la réinsertion exemplaire. Son avocat, pas une copine improvisée mais un vrai professionnel qu'il avait réussi à se payer, dressa un portrait impeccable. Ancien toxicomane, 4 mois d'abstinence, emploi stable, un foyer rassurant pour des enfants traumatisés. Mes parents témoignèrent en sa faveur. Même la directrice de l'école d'Emma envoya une lettre de soutien pour sa demande de garde. Le juge a tranché en quelques minutes. Garde provisoire pour Tran et mes parents, visite surveillée pour moi, si jamais je ressortais. L'intérêt des enfants, toujours. J'ai scruté le visage de mon frère pendant le verdict. Ni sourire ni triomphe, juste cette satisfaction silencieuse de celui qui a gagné sans lever la voix. Il avait tout retourné contre moi, ma bienveillance, mon envie de l'aider, ma certitude qu'il ne ferait jamais de mal à mes enfants, ma foi en la famille. De retour en cellule, la vérité m'a frappée. Tran ne s'était pas contenté de voler les bijoux de notre grand-mère. Il avait volé ma vie entière, et il l'avait fait si habilement que tout le monde le remerciait. Le système avait joué exactement comme il l'attendait. La sœur modèle contre l'ancien drogué repenti, la fable s'écrivait d'elle-même. Il lui avait suffi d'inverser nos rôles. Et soudain, j'étais la méchante de mon propre roman. Cette nuit-là, Diane m'a trouvée en larmes sur ma couchette. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. En prison, ça ne se fait pas. Mais elle m'a dit la vérité. Première règle pour piéger quelqu'un. Le plus efficace, c'est de réussir à faire passer la victime pour coupable de ce qu'elle n'aurait jamais fait. Une infirmière au casier vierge, on lui colle des histoires de drogue. Une mère attentive, on la fait passer pour un danger pour ses enfants. Une femme forte, on l'enferme dans une cage où sa force ne sert plus à rien. Elle avait raison. Toutes mes qualités, Tran s'en était servi contre moi. Mon casier vide rendait mon arrestation plus choquante. Ma réputation achevait de rendre ma chute spectaculaire. Mon amour pour mes enfants rendait l'arrachement plus cruel. La vraie question, a repris Diane, c'est ce que tu vas faire maintenant. Tu peux rester là à pleurer ou tu peux commencer à te battre. Mais dans tous les cas, tes enfants grandissent, sans toi. Les jours passent. J'ai séché mes larmes sur la tête d'oreiller rêche. Elle avait raison. Le temps jouait contre moi. Chaque jour passé ici, c'était un jour de plus où Tran consolidait sa place. Un jour de plus où mes enfants s'habituaient à une vie sans moi. Un jour de plus où ma version des faits perdait en crédibilité. J'ai pensé à Emma, qui refusait de quitter son costume d'Annie et chantait à tue-tête « Demain ». À Jake qui recommençait à mouiller son lit, persuadé que l'oncle Trent venait la nuit. À mes parents, qui préféraient croire aux mensonges rassurants plutôt qu'à la vérité dérangeante. Mais surtout, j'ai pensé à Trent, installé chez moi, élevant mes enfants, jouant les héros dans une histoire où j'étais devenue le monstre. Il avait tellement gagné cette partie que tout le monde l'applaudissait. Diane avait raison sur un autre point. Le temps ne jouait pas que contre moi. Les dépendants ne restent pas sobres quand ils obtiennent tout ce qu'ils désirent. Ils tiennent parce qu'ils se battent pour quelque chose. Et maintenant, Tran avait tout gagné. Les conseillers du centre parlaient souvent de ce risque, le danger d'un succès trop rapide, la frontière ténue entre guérison et rechute. Je connaissais mon frère par cœur. Quand il avait caché ses substances, il ne consommait pas. Il était bien trop rigoureux, trop minutieux. Mais désormais, avec ma maison, mes enfants, la pleine confiance de mes parents, plus personne pour le surveiller, aucun soupçon, il n'avait plus de lutte à mener. Le compte à rebours s'était enclenché pour nous deux, lequel craquerait en premier, sa sobriété ou ma liberté. Le lundi suivant, Tran lançait son bloc de rétablissement. Briser le cercle vicieux s'affichait avec une photo de lui, entourant Emma et Jake sur le perron de chez mes parents. Le premier article retraçait son parcours, de l'addiction à son nouveau rôle d'ange gardien pour ses neveux et nièces. Ce mot qui me donnait la nausée. Les commentaires pleins d'empathie se sont accumulés en quelques heures. Des mères vantaient son courage, des groupes de soutien relayaient l'histoire, quelqu'un lançait même une cagnotte pour ses frais d'avocat et la protection des enfants. Pendant l'heure d'ordinateur, je rafraîchissais la page frénétiquement, sous l'œil de Diane. À force de me voir faire, elle m'a attrapé le poignet et m'a forcé à la regarder. Son cousin bossait à la fourrière où ma voiture avait fini. Pour 200 $ en produits de cantine, il pouvait inspecter la cachette secrète et y chercher des traces de doigts, des marques d'outils, tout ce que la police aurait pu rater. J'ai accepté aussitôt, troquant mes droits au téléphone contre des paquets de nouilles et des sachets de café. La visioconférence hebdomadaire a fini de faire voler en éclats ce qui me restait de sang-froid. Tran s'était installé juste en dehors du champ de la caméra, mais je distinguais sa main posée sur l'épaule d'Emma. Les yeux de ma fille allaient sans cesse de l'écran à un point hors champ, tandis qu'elle me demandait pourquoi j'avais apporté de mauvais médicaments à son spectacle. Sa voix tremblait, on sentait qu'elle récitait un texte appris. Jake, lui, restait silencieux, les bras croisés, refusant de regarder l'écran. Quand le temps imparti s'est écoulé, Emma a posé sa petite main contre le moniteur, et j'ai vu les doigts de Tran se resserrer sur son épaule. C'est en discutant avec mon avocate commise d'office que j'ai pris la mesure de ma nouvelle réalité. Elle venait d'apprendre que tous mes appels depuis la prison étaient systématiquement enregistrés, une procédure normale. Mais Amy, la petite amie de Tran, avait fait une demande pour accéder à ces enregistrements dans le cadre de ses études de droit. Chaque conversation où j'évoquais le piège, chaque stratégie élaborée avec mon avocate, chaque cri de désespoir pour clamer mon innocence, tout était désormais entre les mains de Tran.
Mon avocate a proposé de changer de tactique, mais à quoi bon? Il était au courant de tout. 3 jours plus tard, le cousin de Diane a donné des nouvelles. Le compartiment dissimulé dans ma voiture portait des marques évidentes d'outils, des rayures récentes et des copeaux de perçage encore frais, preuve que l'installation était récente, mais la police n'avait pas pris la peine de photographier ces détails lors de la première fouille. Pire encore, plusieurs enquêteurs avaient piétiné la scène, rendant toute preuve pratiquement inutilisable devant un tribunal. Malgré tout, c'était déjà une avancée, la preuve que ce compartiment n'était pas d'origine et que quelqu'un avait bidouillé ma voiture. Le juge aux affaires familiales a pris de nouvelles mesures qui avaient tout d'une sanction déguisée en procédure. Avant d'envisager la moindre reprise de visite, je devais suivre des cours de parentalité et un programme sur les addictions. Le piège, c'est que la prison ne proposait ces formations qu'aux détenus déjà condamnés, jamais aux prévenus en attente de jugement. J'étais donc enfermée dans un cauchemar administratif, incapable de remplir des conditions simplement impossibles depuis ma cellule. Le coup de grâce est venu de Melissa, qui a tout risqué, même son mariage, pour venir me voir à nouveau. Elle m'a appris que Tran avait puisé dans le fonds universitaire d'Emma en tant que tuteur temporaire. 5 000 $ retirés soi-disant pour une thérapie contre le traumatisme, menée par une amie d'amis, une coach de vie autoproclamée, sans le moindre diplôme officiel. Légal? Oui. Désastreux? Complètement. J'avais mis de côté cet argent depuis la naissance d'Emma, 20 € par-ci, 50 par-là, construisant pierre après pierre son avenir. Les infos locales ont diffusé un joli reportage sur la guérison et la rédemption, où l'on voyait Tran participer à une course caritative, vêtu d'un t-shirt sur lequel figuraient les visages de mes enfants, avec l'inscription « Courir pour leur avenir » dans le dos. Le journaliste saluait son engagement à rompre le cycle des addictions familiales. J'ai regardé la scène depuis la salle commune, pendant que mon frère franchissait la ligne d'arrivée, sous les applaudissements d'Emma et de Jake. Les autres détenus ont zappé, mais le mal était déjà fait. Ma nouvelle avocate commise d'office, la 3e en peu de temps, a repéré une anomalie dans le dossier du procureur. Le poids de la substance saisie ne correspondait pas à une accusation de trafic. C'était à peine au-dessus du seuil de simple possession. Elle m'a suggéré de plaider la possession simple, avec une peine déjà purgée et une mise à l'épreuve. Mais toute condamnation pour drogue entraînerait la perte définitive de mon diplôme d'infirmière. Cela signifiait que Tran conserverait la garde des enfants. Cela signifiait avouer un crime que je n'avais pas commis. Obligé. La thérapie de groupe s'est transformée en véritable supplice. Je me retrouvais assise en cercle avec des personnes réellement dépendantes, à écouter leurs histoires tout en répétant que j'étais innocente. L'animatrice prenait des notes à chaque fois que je parlais, notant « déni » ou « refus de responsabilité » dans un dossier qui ne me lâcherait plus. La vérité avait dans cette salle le goût du mensonge. Chaque protestation d'innocence était perçue comme un signe supplémentaire de l'addiction. Tran a amené les enfants pour ce qu'il appelait une visite de clôture. Emma portait des vêtements que je ne connaissais pas, des marques hors de prix que je n'aurais jamais achetées. Tous deux appelaient Amy, Mademoiselle Amy, avec une sincère tendresse. C'est elle qui avait coiffé Emma d'une tresse parfaite, chose que j'avais toujours essayé de faire sans jamais y parvenir. Jake m'a brandi son nouveau gant de baseball, un cuir haut de gamme qui sentait le luxe. Ils me parlèrent de leur nouvelle routine, de la cuisine d'Amy, de voyages dans des endroits dont j'avais souvent parlé, mais jamais pu leur offrir. Mes enfants devenaient des inconnus sous mes yeux, et Tran s'assurait que je ne rate rien de cette transformation. Mon père est venu seul la semaine suivante. Il avait l'air brisé, vieilli d'un coup. Il m'a avoué qu'il savait que Tran replongeait, qu'il avait retrouvé des seringues dans la salle de bain, constaté des disparitions d'argent dans son portefeuille. Mais au moins, Tran assurait le minimum, disait-il. Au moins, les enfants avaient une certaine stabilité. Il m'a supplié d'accepter un accord, d'arrêter de me battre contre la fatalité que tout le monde semblait avoir déjà acceptée. L'homme qui autrefois aurait tout cassé pour me défendre ne voulait plus que je me batte. Même mon compte au parloir est devenu un champ de ruines. L'argent que Melissa déposait disparaissait mystérieusement. On a fini par découvrir que Tran s'était fait inscrire comme visiteur et membre de la famille, ce qui lui donnait accès à mon compte. Il l'a vidé méthodiquement, me laissant sans le moindre sou pour acheter du savon ou des serviettes. La réponse de la prison? Un haussement d'épaules. Officiellement, les membres de la famille avaient ce droit. L'avis de saisie est arrivé comme une ultime humiliation. Les infos locales ont couvert la vente aux enchères de ma maison, interviewant Tran sur ses efforts pour sauver la demeure familiale malgré les choix de sa sœur. Il était là, sur ma pelouse, l'air de circonstance, expliquant devant les caméras comment l'addiction détruit les familles. Derrière lui, je distinguais mes rosiers qui se fanaient, faute de soins. Brenda, une ancienne collègue, a pris le risque de venir me voir et m'a apporté des nouvelles pour le moins inquiétantes. L'hôpital avait embauché Tran comme agent d'entretien de nuit. Il avait désormais accès aux dossiers médicaux, aux réserves de médicaments à détruire, au couloir même où j'avais bâti toute ma carrière. Elle l'avait surpris en train de se renseigner sur les procédures d'élimination de la kétamine, les codes d'accès des chariots d'anesthésie. Les implications nous glaçaient. Diane, enfin, m'a avoué qu'elle avait filmé Tran en train d'acheter chez son dealer 6 semaines avant mon arrestation. La vidéo ne laissait aucun doute. On reconnaissait mon visage, ma voix, la transaction. Mais elle montrait aussi Diane en train de vendre, ce qui la rendait inutilisable devant la justice. Une preuve qui aurait pu m'innocenter risquait d'envoyer Diane derrière les barreaux. Et pourtant, elle me l'a proposé en sachant très bien ce qu'elle risquait. Je ne pouvais pas accepter qu'elle sacrifie tout pour moi. Un détective privé engagé par le mari de Melissa a mis la main sur un élément clé. Tran utilisait mon numéro d'infirmière pour commander des ordonnances. Selon la base de données de la DEA, des schémas suspects apparaissaient, des substances prescrites à des patients dont je n'avais jamais entendu parler. En plus du reste, il s'agissait d'usurpation d'identité. Mais alerter les autorités, c'était risquer d'ouvrir une enquête fédérale interminable. Mon oncle est finalement venu me voir, seul, en dehors des heures officielles. Je l'ai trouvé vieilli, les épaules affaissées par la honte. Il se doutait de la culpabilité de Tran depuis longtemps,
mais enquêter sur la famille lui était impossible. Maintenant, il était prêt à payer un avocat privé si j'acceptais de disparaître de la circulation une fois acquitté. La brebis égarée devait s'éloigner pour sauver ce qui restait de la réputation familiale. J'ai accepté. Avais-je vraiment le choix? L'enseignante d'Emma a signalé aux services sociaux des dessins d'Emma qui m'ont glacé le sang, des croquis maladroits de la fameuse boîte secrète de l'oncle Tran dans ma voiture. Mais l'enquêteur n'a rien retenu, évoquant simplement des réactions traumatiques, des enfants qui expriment leurs sentiments à travers l'art. La vérité sort de la bouche des enfants, mais les adultes préfèrent ne rien voir. L'avocate privée de mon oncle a apporté un mélange d'espoir et de désillusion. L'opinion publique, contaminée par la campagne de Tran, ne me laissait aucune chance devant un jury. Tout le monde connaissait la version du héros en rémission venu sauver les enfants de sa sœur défaillante. Elle m'a conseillé de demander un procès devant un juge unique, qui pourrait décider d'assouplir la peine obligatoire. Confier mon sort à une seule personne au lieu de 12. J'avais franchi des limites éthiques, qui m'auraient semblé impensables autrefois. Pendant le programme d'alphabétisation, je me suis rapprochée de la coordinatrice, dont la fille était dans la classe d'Emma. Officiellement, c'était contraire à l'ordonnance d'éloignement, mais j'étais prête à tout pour avoir des nouvelles de mes enfants. C'est grâce à elle que j'ai appris qu'Emma ne chantait plus un mot, plus un air, le silence depuis mon arrestation. La musique s'était éteinte avec l'éloignement de sa mère. Lors d'un transfert pour voir mon avocate, j'ai croisé Marcus Chen, devenu agent de sécurité au tribunal, qui avait autrefois fourni Tran au lycée. Sobre depuis des années, il m'a prise à part pour me révéler, à voix basse, que Trent avait tenté de lui acheter de la drogue le mois précédent. Trent connaissait ses faiblesses et n'avait pas hésité à en profiter. Marcus, lui, ne pouvait rien dire publiquement. Il risquait son emploi, mais il voulait que je sache la vérité. L'avocate a réclamé les dossiers de la pharmacie, qui montraient clairement que la semaine précédant mon arrestation, Tren avait utilisé mon numéro pour remplir des ordonnances, laissant une preuve écrite de l'usurpation. Pourtant, le procureur a rejeté ce fait, jugeant que ça n'entrait pas dans le dossier actuel, juste un élément de contexte, pas une preuve d'un coup monté. Le système compartimentait les délits comme il compartimentait les vies. L'annonce de la grossesse d'Amy, devant le juge, avait tout d'une stratégie. Elle s'est présentée, la main posée sur son ventre, vantant la stabilité d'un foyer à 2 parents pour tous les enfants. Tran a versé quelques larmes, sincères, peut-être. Touché par cette belle image de famille idéale, le juge a prolongé la garde temporaire. J'ai passé le 7e anniversaire d'Emma en cellule, tandis que Trent diffusait la fête en direct de chez Chuck E. Cheese, un endroit hors de ma portée. Emma a soufflé ses bougies sans jamais regarder la caméra, le visage figé dans un sourire forcé. Les autres parents, ravis, semblaient surtout soulagés que la « maman toxico » soit absente. Jake, lui, s'est contenté de rester à l'écart, les bras croisés, refusant de se prêter à la mascarade. Le programme de semi-liberté offrait une lueur d'espoir bien cruelle. La nuit, je pouvais nettoyer des bureaux pour payer mon avocat. Ironie du sort, je faisais le ménage dans mon ancien hôpital, récurant les sols du service pédiatrique où j'avais sauvé tant d'enfants. Je frottais les toilettes de la salle de pause où, autrefois, mes collègues m'avaient organisé une baby shower pour Jake. Ma supérieure, mère d'un camarade d'Emma, me traitait comme un fléau, me confiant les pires corvées, me faisant repasser sans cesse au même endroit, toujours insatisfaite. Un soir, elle m'a obligée à nettoyer la salle d'urgence dans laquelle j'avais autrefois sauvé un enfant lors d'un code bleu. Sur le mur, la plaque de remerciement à l'équipe infirmière existait toujours, mais mon nom était barré d'un scotch. Brenda, malgré les risques, glissait de petits mots pour me donner des nouvelles. Trent posait beaucoup de questions sur la destruction des médicaments, surtout la kétamine et le fentanyl. Il s'était rapproché des infirmières de nuit, jouant la carte du survivant, pour obtenir leur confiance et accéder au stock. Tout était clair. Il préparait quelque chose de plus grave. Le choix impossible s'est imposé un jeudi soir. J'ai surpris Trent dans une zone interdite, en train de dérober des médicaments périmés du bac de destruction. Les caméras l'avaient sûrement filmé, mais signaler l'incident, c'était risquer ma liberté conditionnelle. Protéger des victimes, ou mes enfants. Je suis partie, dévorée par la honte. L'assistante sociale de Jake a fini par faire un signalement qui aurait pu tout changer. Mon fils répétait sans cesse qu'oncle Trent avait caché quelque chose dans la voiture de maman, avec des détails précis sur le lieu et le moment. Mais Trent a produit une attestation d'un coach de vie, ami d'amis, affirmant que Jake souffrait de faux souvenirs liés au traumatisme. La vérité d'un enfant de 9 ans, étouffée sous des mensonges bien présentés. Mon test urinaire est revenu positif à une substance inconnue, détectée à un taux correspondant à une prise récente, pas à une consommation régulière. C'est Diane qui a compris la première. Grâce au réseau d'Amy, Trent avait ses entrées jusque dans la cuisine de la prison. Il avait drogué ma nourriture pour s'assurer que j'échouerais à tous les tests, accumulant ainsi des preuves de mon addiction. Même derrière les barreaux, je restais sous son emprise. L'enquêteur privé a découvert que Trent avait déjà agi de la sorte, notamment avec son ancien colocataire de fac, exclu à cause de substances que Trent lui avait lui-même glissées. Depuis, ce garçon vivait sous un pont à Portland, introuvable, impossible à localiser, mais l'histoire révélait un schéma sans équivoque. Ce n'était pas sa première manigance, simplement la plus élaborée. Pourtant, un schéma ne fait pas une preuve, et le témoin principal demeurait inatteignable, perdu là où l'addiction l'avait mené. Le juge a avancé la date du procès au nom de l'intérêt public et de la protection des enfants. 2 petites semaines pour préparer ma défense, là où j'aurais dû en avoir 2 mois. Mon avocate s'est démêlée pour réunir des témoins, rassembler les preuves, et tenter de répondre à des accusations qui n'auraient jamais dû voir le jour. D'ordinaire, une procédure accélérée profite à la personne accusée, mais cette fois c'était tout l'inverse, et Trent avait tout calculé. Son véritable plan est apparu lors d'un rendez-vous avec mon avocate. Dissimulé dans la paperasse du tribunal de la famille, une demande d'adoption attendait. Si je restais incarcérée 1 an, la loi sur l'abandon s'appliquait. Ce que voulait Trent, ce n'était pas seulement obtenir la garde temporaire, c'était m'effacer totalement de la vie de mes enfants. Tous les documents étaient là prêts, il n'y avait plus qu'à patienter.
Sa logique tordue transparaissait dans ses billets de blog. Persuadé de sauver mes enfants des gènes de l'addiction, il se voyait en protecteur, prêt à tout pour briser le cycle, quitte à me détruire au passage. Ce qui me glaçait le plus, c'était de voir ses larmes sincères au tribunal. Au pied du mur, j'ai pris une décision désespérée, quittant les derniers scrupules qui me restaient. Grâce au contact de Diane, nous avons profité du spectacle d'Emma à l'école pour fouiller l'appartement de Tran. Son équipe n'a pas seulement découvert des cachets, mais également des substances bien plus dangereuses, de quoi l'envoyer en prison pour des années. Mais nous ne pouvions rien dénoncer sans risquer de nous incriminer pour effraction. Les preuves capables de me sauver pouvaient aussi me condamner autrement. Pour me procurer un alibi pendant la fouille, j'ai dû manquer mon appel vidéo avec les enfants. D'après le surveillant, Emma a attendu devant l'ordinateur pendant 2 heures avant qu'il ne coupe la connexion. Elle avait préparé une chanson pour moi, toute fière de ce qu'elle venait d'apprendre à l'école. J'avais renoncé à une chance de me défendre pour une certitude de chagrin. Parmi les trouvailles de la fouille, il y avait des reçus concernant l'installation d'un compartiment caché dans ma voiture. Et le nom du garagiste me disait quelque chose. C'était l'ancien dealer de Tran, prêt à tout pour de l'argent. Mais il refusait de témoigner sans immunité, et le procureur ne voulait pas s'encombrer d'accords qui compliqueraient l'affaire. Mère trafiquante de drogue, c'était un récit bien plus digeste qu'un montage complexe. Les témoins de moralité sont vite devenus un champ de bataille. 3 collègues de l'hôpital ont accepté de défendre ma réputation, mon engagement, mon absence de passif. Mais la 4e a renoncé après que Tran lui a fait comprendre qu'il connaissait sa vieille erreur de prescription, un secret qu'elle n'avait confié qu'à moi dans un instant de faiblesse. Il avait retourné contre moi chaque confiance que j'avais su bâtir. Le juge a ordonné des tests capillaires pour tout le monde dans le dossier de garde. Les résultats ont confirmé ce que je savais. Aucune trace de consommation régulière. Mais le juge a souligné qu'un seul écart suffisait à franchir la ligne, et que même les gens bien pouvaient faire de mauvais choix. On découvre alors, à ses dépens, que l'innocence légale et l'innocence tout court n'ont rien à voir. Mon avocate a sollicité un contact à la brigade des stupes, qui a confirmé que la fraude aux prescriptions collait parfaitement à la chronologie de Tran. Mes témoignés auraient ouvert une enquête fédérale interminable, pendant laquelle mes enfants auraient grandi sans moi. Une vérité inatteignable, une aide inutile. Hors dossier, le contact de la DEA m'a soufflé une chose glaçante. Les fausses ordonnances de Tran étaient de fait au nom de patients en soins palliatifs, morts, avant qu'on ne s'en rende compte. Il utilisait l'identité de personnes décédées depuis des mois, ce qui techniquement faisait de lui un tueur en série opportuniste. Mais pour prouver ça, il aurait fallu des moyens et des accès impossibles depuis ma cellule. Emma, lors de son entretien avec le médecin légiste, a craqué et avoué que oncle Tran lui avait montré la boîte dans la voiture de maman avant la pièce de théâtre. Mais aussitôt, elle s'est ravisée, prétendant avoir tout inventé pour attirer l'attention. L'enquêteur a consigné les 2 versions mais n'a retenu que la rétractation. Même la franchise de ma fille s'était retournée contre moi. L'installateur du compartiment caché a fini par parler après son arrestation pour d'autres affaires. Il a reconnu que Tran l'avait payé en liquide, 1 semaine avant mon arrestation, et a remis des reçus, un témoignage détaillé. Mais tout cela avait un prix. Il devait témoigner sur toutes les modifications illégales faites pour des dizaines d'autres clients, qui désormais me souhaitaient la mort pour avoir révélé leurs secrets. C'est là que j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie, lors d'une réunion stratégique avec mon avocate. J'ai accepté de témoigner sur le vol commis par Tran à l'hôpital, en sachant que cela violait mes conditions de semi-liberté. L'honnêteté prenait le pas sur la tactique. Je préférais tomber, mais tout dire au jury, livrer chaque parcelle de vérité. La veille du procès, Tran est venu me voir en prison, avec une lettre de pardon et une procuration en main. Il promettait d'abandonner la demande d'adoption si j'acceptais un accord. 18 mois, sortie possible en 12 pour bonne conduite. Ses mains tremblaient, en glissant les papiers par l'ouverture, ses pupilles dilatées trahissaient qu'il replongeait, mais personne ne semblait s'en soucier. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai articulé pour les caméras « Je préfère perdre mes enfants à jamais en étant innocente que les garder grâce à un mensonge ». Son visage s'est décomposé, non pas de triomphe, mais d'incompréhension pure. Il n'avait jamais envisagé que je puisse refuser, que je ne plie pas, que je refuse la facilité qui validait son scénario. Le procès débuta par une peinture peu flatteuse dressée par le procureur, qui me présentait comme une infirmière, ayant détourné son savoir médical pour se livrer au trafic de substances illicites. Tran, assis derrière la table du procureur, portait un costume emprunté au placard de mon père, incarnant à merveille le rôle du représentant des victimes. Dans la salle, le public était littéralement scindé en 2. À ma gauche, ceux qui me soutenaient. À droite, la cohorte des partisans de la réinsertion de Tran, mêlée à des parents inquiets. Nous portions tous 2 nos stigmates. J'avais fondu de 15 kilos, et des mèches grises que je n'avais jamais remarquées jusque-là parsemaient mes cheveux. Tran, de son côté, avait pris du poids, et s'efforçait de cacher un léger tremblement en serrant les mains. Nous nous consumions à petit feu sous les regards, comme si nous offrions un triste spectacle. L'installateur fut appelé à témoigner, et affirma que Tran lui avait demandé un compartiment secret, censé cacher une surprise d'anniversaire pour sa petite amie. Le mensonge était si gros que certains jurés semblèrent gênés, mais ce n'est pas parce qu'un mensonge saute aux yeux qu'il fait office de preuve. Puis ce fut au tour de Marcus Chen, l'huissier que je connaissais. Il brisa le protocole en s'adressant à la cour sans y avoir été invité. Il ne pouvait plus se taire, lança-t-il. 10 ans de sobriété, et Tran avait tenté de le faire rechuter. Le juge le menaça de sanctions pour outrage, mais Marcus poursuivit, impassible. Tran connaissait tous les dealers de la ville, toutes les failles, tous les déclencheurs. C'était un prédateur sous l'apparence d'une victime. Finalement, le juge ordonna une analyse capillaire pour tous les membres de la famille impliqués dans l'affaire, Tran compris. La panique de ce dernier était palpable. Sueur froide, agitation, demande pressante de pause. Il savait que le test parlerait, mais le procès pénal serait clos avant les résultats. Les images de vidéosurveillance de l'hôpital furent authentifiées puis versées au dossier. On y voyait Tran rôder dans des zones interdites pendant mes gardes, créant l'occasion idéale pour voler des ordonnances. C'était circonstanciel, mais, de l'aveu du procureur,
assez convaincant. Peu à peu, tout s'emboîtait, comme une image qui se forme à partir de pixels dispersés. Accès, opportunité, mobile, méthode. Tout menait au témoignage de Tran. Lorsqu'il prit la parole, il s'effondra littéralement, reconnaissant le vol d'ordonnance, mais jurant n'avoir jamais caché de substance. Ses larmes semblaient insincères lorsqu'il évoquait sa volonté de me sauver de moi-même, de préserver les enfants de notre malédiction familiale. Il affirmait être addict, mais non un monstre. Moi-même, j'ai failli y croire. Pendant la délibération, le procureur proposa un dernier arrangement. Abandonner toutes les charges si j'acceptais un droit de visite surveillé, sans reconnaissance de culpabilité, mais en acceptant les conséquences. Mon avocate m'encouragea à accepter. Les jurys étaient imprévisibles, et nous avions semé le doute sans obtenir la certitude. J'ai refusé. Mes enfants méritaient une mère qui irait jusqu'au bout pour la vérité. Soit je sortirais blanchie, soit j'irais en prison, mais la tête haute. Après 2 heures de délibération, le jury revint. Le verdict reflétait parfaitement le chaos de ma vie. Non coupable de trafic, faute de preuves, mais coupable de détention puisque les substances étaient dans ma voiture. La loi est la loi. Peine déjà purgée, plus 2 ans avec sursis. Une victoire en demi-teinte qui avait un goût amer. Le tribunal des affaires familiales prit le relais sans attendre. À cause de son test positif et de son aveu, Tran perdit la garde. Mais les enfants furent confiés à mes parents, pas à moi. Le juge invoqua mon casier, la nécessité que je me reconstruise, et la stabilité des enfants. Personne n'en sortit indemne. Je suis allée vivre chez Mélissa, que son mari avait quitté parce qu'elle m'avait soutenue. Nous avons tout reconstruit ensemble, 2 femmes qui avaient tout perdu pour avoir refusé de trahir la vérité. Ma licence d'infirmière fut suspendue en attendant réexamen, une procédure interminable. Je trouvai un poste de secrétaire médical, à classer des dossiers là où je sauvais jadis des vies. Les visites surveillées du dimanche devinrent mon unique rayon de soleil. Emma recommençait à parler, mais sursautait au moindre gyrophare. Jake, lui, refusait de voir Tran et se réfugiait dans la colère. Ma mère, désormais en fauteuil roulant après son AVC, continuait de défendre Tran depuis sa maison médicalisée. Notre arbre généalogique, jadis source de fierté, n'était plus qu'un écheveau de branches brisées. 6 mois plus tard, je me retrouvais de nouveau au tribunal pour l'audience finale sur la garde. Tran était retourné en cure, cette fois sur décision du juge. Émile avait quitté, le bébé ayant été testé positif à la naissance. Le juge fit le tour de la situation. Ma régularité, ma stabilité professionnelle, mes tests négatifs, les cours de parentalité terminés, la garde partagée avec mes parents, les transitions surveillées, les tests pour tous. Le fonds universitaire d'Emma fut rétabli par décision de justice. Ce n'était pas la vie que j'avais rêvée, mais c'était déjà ça. Tran aurait droit à des visites surveillées une fois sa cure achevée. Encore une fois. Tous les jours, je passais devant la maison saisie en allant travailler. Une nouvelle famille avait investi les lieux, planté de nouveaux rosiers, une autre vie cachée derrière ses murs. Parfois, je m'arrêtais de l'autre côté de la rue, repensant aux anniversaires, aux histoires du soir, aux réveils de Noël, aux disputes pour les devoirs. Le GPS persistait à l'appeler « maison ». Un jour, Emma m'a demandé si je détestais l'oncle Tran. Je lui ai répondu sans détour, je détestais ce qu'il avait fait, mais je n'ai jamais pu le détester lui. Il était malade d'un mal que la médecine ne peut soigner, brisé dans des endroits que l'amour ne sait pas réparer. Chacun d'entre nous, à sa manière, tentait de survivre à la malédiction familiale. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était au tribunal, alors qu'il signait les papiers pour la saisie sur salaire au titre de la pension. Il paraissait plus petit, vidé, comme un ballon qui perd son air. Il m'a demandé si je croyais qu'il pourrait guérir un jour. Je n'avais pas de réponse. Certains cercles vous brisent avant que vous les brisiez. Mais chaque dimanche, j'allais chercher mes enfants pour nos précieuses heures ensemble. Nous partions au parc, au musée, partout où le passé n'avait plus prise sur nous. Emma s'est remise à chanter, pas les chansons d'avant, mais des nouvelles, plus lumineuses. Jake a intégré l'équipe de baseball, armé d'un vieux gant usé qui portait en lui plus d'espoir que de chance.